Je m'appelle Hélène Pointé, je suis la maman de Vincent, qui est un jeune homme autiste, qui va avoir 30 ans. Et si j'ai quelque chose à exprimer pour le parcours entre ombre et lumière qui a été sa vie, ce que je pourrais dire, c'est que je, enfin, je crois qu'il faut compter que sur soi-même, hein. On n'a pas d'aide par rapport à l'entourage ou par rapport au milieu professionnel. Et il faut croire en son enfant et voir l'avenir selon son idée. Quand on a un enfant handicapé, hein, toutes sortes de handicaps, je pense qu'il faut être un peu révolutionnaire, un peu créatif et avoir beaucoup de foi en soi et en son enfant, hein. Parce que il faut être à la recherche de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui paraît, avec une sorte d'intuition, hein, qui va guider notre parcours. Et enfin, par rapport à Vincent, moi on m'avait dit quand il avait 10 ans, de toute façon votre fils il finira dans un hôpital psychiatrique et il n'y a pas d'avenir pour les adultes autistes. Enfin moi j'y ai jamais cru, hein, et je me suis toujours battue pour qu'il ait justement un avenir. Vincent a une vie presque normale, bon avec de l'aide bien sûr, pour les gestes en extérieur, hein, il est accompagné pour faire du sport. Il peut faire dans une salle de sport de la musculation comme un jeune homme de son âge. Il a aussi des possibilités de travailler dans une jardinerie et avec un agriculteur biologique. Donc le travail de la terre, le travail aussi de mettre en rayon dans un petit commerce. Enfin, c'est du travail qui lui permet de s'épanouir, hein, ça le valorise. Et il a aussi des méthodes qui lui permettent de mieux communiquer. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et je crois qu'on est tous fascinés par les capacités que peut avoir un jeune homme comme Vincent quand on met tout ce qu'il faut, tous les moyens, hein, qui existent. Et ça, je me bats depuis longtemps pour découvrir tous les moyens qui peuvent l'aider à montrer son intelligence et ses capacités. Par rapport à tous les jeunes handicapés, je crois qu'il faut avoir la foi dès la petite enfance. Il faut croire à ce à quoi ils sont capables, et il faut aussi mettre tout en œuvre pour les aider. Maintenant, Vincent peut vivre presque normalement, hein. Nous avons fait des voyages avec lui. Il peut aussi surtout prendre plaisir aux choses, c'est l'important. L'important c'est ça, c'est que même s'il a toujours besoin d'aide pour, pour travailler ou pour être accompagné pour le cinéma ou même pour les besoins quotidiens, il prend plaisir aux choses. Alors ça fait quoi? 24. 24. On l'a pas. Non, toi tu l'as pas non plus, moi non plus. Je l'ai pas. Personne là. Personne là. Combien tu as? 72. 72? 16. 16? 76? On l'a pas. Non. C'est qui 76? Moi. Ah ouais, c'est bien. 22. Ouais. 1. 1. Ah, je l'ai le 1. Ouais. Une seule fois. Ouais, une seule fois. Pas 20 ans. Non, pas Vincent. 14. Combien? 14. 14. C'est moi. Ouais, toi tu l'as. Moi je l'ai aussi, hein. Une seule fois. Ah ouais, une fois. Le travail avec un jeune autiste comme Vincent demande de la part de l'éducateur un investissement à très long terme. Effectivement, il est difficile de savoir quand les acquisitions seront vraiment opérationnelles, du moins au niveau conscient. Moi, je ne remarque pas de progrès d'une séance à l'autre, ou très très peu, alors qu'en communication facilitée, c'est beaucoup plus évident. Des fois, il y a des gens qui entrent, Oui. dans un magasin, et d'autres qui Sortent. Donc le contraire de rentrer, c'est Sortir. sortir. Très bien, tu dis l'infinitif. Ça ou c'est ça qui est écrit ici? Ça.
Ça, c'est lequel alors? Qu'est-ce que tu me dis là? C'est ça? Ça, c'est quoi? Il y a deux mots importants là. Il y a un mot qui a un I. Ni. Il est où? Là. D'accord, il est là. On est bien d'accord? D'accord, voilà. Moi, je te pose quoi? Je te pose une Question. Donc tu réponds à la Question. Très bien. Le mouton, il vit dans un endroit? Bergerie. Dans une bergerie. C'est ça? Voilà. Et qui s'occupe du mouton? C'est le Berger. Les séances de travail durent 40 minutes environ. Il est difficile de dépasser cette durée pour cause de fatigue. Alors, bon, que travaille-t-on? Bien sûr, tout ce que l'on fait en général en apprentissage de la lecture, c'est-à-dire les lettres, les syllabes et les sons. Ce sont des unités non significatives, mais cependant pertinentes de la langue. Et celles-ci, je trouve qu'elles sont apprises très facilement et même mémorisées. Vincent connaît ces lettres, connaît même les assemblages de syllabes. Enfin bon, ça va pas trop mal. Par contre, au niveau des unités signifiantes, comme les mots et les phrases, j'ai beaucoup plus de mal, bien sûr, alors qu'il y prend par contre, et c'est paradoxal, plus de plaisir. Où est le mot facteur là? Vas-y, cherche. C'est ça? Très bien. Alors, est-ce que tu le retrouves là-bas, le mot facteur aussi? Non, c'est pas ça. Alors, le courrier, C'est ça? tu le mets avec le mot facteur. C'est ça? Voilà. Que fait le facteur? Courrier. Il donne le courrier. Que fait le pianiste? Tu me donnes la réponse. Très bien. C'est ça? C'est ça. Donc, c'est bon. Maintenant, que fait le boulanger? Alors, tu regardes bien. Du pain. C'est pas? Bien. C'est pas? Ça marche. Pain. Que fait le docteur? Soigne les gens. Ah, pas les deux à la fois, il n'y en a qu'un. Soigne les gens. Lis mieux. Les gens. Où c'est écrit il soigne les gens? C'est ça. Tu me montres le mot Jean dedans? Ça. Très bien. Et il soigne, c'est écrit où? Là. Très bien. Les gens. Je travaille donc les deux aspects de la langue, bien sûr, les unités significatives et les autres, en espérant que entre l'un et l'autre, on arrive quand même à un apprentissage de la lecture suffisamment intéressant pour que Vincent prenne plaisir à la lecture de journaux ou acquiert au moins une autonomie suffisante pour éprouver un certain plaisir dans la lecture, même si tout cela reste très modeste. Je pense aussi que au fur et à mesure que les séances se déroulent, Vincent adhère de plus en plus aux activités de découverte au niveau des magazines et des journaux lorsqu'on fait la pêche aux mots. Et si ceci pouvait se réinvestir dans sa vie future, eh bien, il éprouverait alors un plaisir dans l'autonomie. Et c'est ce qu'on peut lui souhaiter de plus. Je suis Dorothée Lombard, j'ai donc 36 ans, je suis mariée, je suis non-voyante et j'habite Marseille. En fait, j'ai fait au départ une formation d'historienne à la faculté d'Aix-en-Provence. Et puis, ça a plutôt marché un peu de travers parce que la fac n'était pas très accessible, les documents arrivaient toujours trop tard, c'était pas toujours facile. Et donc du coup, j'ai un peu abandonné ce projet. Et je me suis retrouvée dans les années 92-93 à me demander ce que j'allais faire. Et j'ai croisé à cette époque-là des gens d'une association qui était basée à Montpellier à l'époque, et qui s'occupait de faire du loisir pour les personnes handicapées visuelles. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une certaine dynamique par rapport au milieu associatif que je connaissais à l'époque à Marseille. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas les aider? Alors pour ce qui est des études de la scolarité, j'ai commencé la scolarité à l'Institut régional des jeunes aveugles à Marseille. J'avais à peu près 5 ans quand j'y suis entrée et j'étais après le bac quand j'en suis sortie. J'avais mon bac quand j'en suis sortie en 87. Ce qui est intéressant, c'est que bon, c'était un internat, donc j'y ai passé d'assez bons moments, on va dire. Mais en même temps, l'ennui de ce type d'éducation spécialisée, c'est qu'on vous fait tout.
vous avez toujours les transcriptions au bon moment, vous avez toujours le moniteur qui est là quand il faut, le prof qui va s'intéresser à vous quand vous ne comprenez pas, tatati, tatata. Ça se passe plutôt bien. Après, quand vous arrivez en intégration au lycée, ça reste toujours assez facile parce que vous avez toujours les transcriptions quand même, le soutien scolaire qui éventuellement vous est donné aussi. Par contre, quand vous arrivez à la faculté, là, ça change. Parce que l'intégration universitaire des personnes handicapées en 87, c'était pas encore le top. D'ailleurs, ça l'est toujours pas, mais c'est une autre histoire. Mais c'était pas le top dans la mesure où bien sûr, on peut toujours compter sur les professeurs qui sont quand même assez attentifs, sauf des cas particuliers. J'ai eu 2 cas particuliers de professeurs particulièrement désagréables. L'un qui m'a demandé de lui expliquer une carte géographique alors que je n'y vois absolument pas et que j'avais jamais vu de carte. C'était la carte des Indes du XVIIe siècle. Bon, enfin, c'était en plus un oral d'examen, donc il m'a déstabilisé complètement. Enfin, bon, j'ai raté mon oral et j'ai raté mon examen aussi. Le second cas, c'était un professeur, j'avais voulu faire du russe à la faculté. Et la difficulté, c'était que je n'avais pas trouvé de livre en braille, j'avais pas trouvé le livre qu'il avait indiqué, et j'en avais pas trouvé d'autres non plus, sauf très tard dans l'année. Et donc, j'avais pas pu les utiliser, évidemment. Et quand j'ai passé l'écrit, ça s'est passé pas trop mal, mais plutôt mal quand même, parce que j'avais pas trop de vocabulaire, c'était pas évident. Et quand j'ai passé l'oral, c'était encore pire, parce que la lectrice m'a interrogé sur le livre dont elle savait pertinemment que je ne l'avais pas. Donc j'ai été complètement déstabilisée, évidemment. Quand on a 18-20 ans, ça déstabilise bien, ce genre de choses. Et eh bien, quand je suis allée trouver le professeur pour lui dire, mais enfin, vous auriez quand même pu me donner les 2 points qui manquaient pour que j'ai la moyenne, pour que je puisse avoir l'unité, quoi. Il m'a dit, oui, mais vous comprenez, 2 points, c'est trop, je ne pouvais pas vous les donner. Alors je lui ai dit, quand même, quand vous savez la difficulté que j'avais eue toute l'année, bon, enfin, c'est des cas particuliers. À côté de ça, vous avez des professeurs qui sont particulièrement sympathiques, du genre de celui, par exemple, qui m'a laissé tout le temps que j'avais voulu à l'examen, parce qu'au début, il y avait eu des erreurs de sujet, ça m'avait complètement fichu par terre. Il m'a dit, vous en faites pas, prenez votre temps, tatati, tatata. Il n'y a pas eu de problème du tout. Et alors que vous avez aussi des élèves, des étudiants qui sont particulièrement sympas, avec qui on peut réviser, et qui vont nous passer des notes et des choses comme ça, quoi. Donc heureusement qu'il y a quand même une solidarité entre les étudiants. J'ai fait une formation par la suite, mais en 2003, d'animateur socioculturel. J'ai maintenant un diplôme d'animateur technicien. Mais je me rends compte que c'est pas du tout évident de faire de l'animation culturelle pour les personnes non-voyantes parce que, ici en tout cas, elles ne se mobilisent pas. Ça fait très longtemps que je dis que ce qui manque dans les associations de personnes handicapées, c'est le travail en direction des valides pour leur faire comprendre que être handicapé, c'est pas quelque chose d'abominable et d'absolument qui mérite, ça mérite peut-être la compassion, mais en tout cas ça mérite pas ni le rejet, ni la peur, ni tout ce qu'il y a de négatif autour du handicap. C'est un travail que les associations, en tout cas celles de personnes déficientes visuelles, ne font pas. Le travail de sensibilisation dans les écoles, le travail de sensibilisation auprès des entreprises, le travail d'information auprès des valides, et même le partenariat avec des associations de valides ne se fait pas, ou se fait très très peu. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait une passerelle à créer entre justement ces associations de personnes handicapées et le public valide et les associations de valides. Et du coup, on a d'abord commencé en octobre 2003 par monter une émission de radio qui fonctionne toujours, qui s'appelle Handicap Tribune, et qui donc avait pour but
d'être un rendez-vous de libre expression pour les personnes handicapées, d'une part, indépendamment de leurs associations, mais aussi pour ces associations de personnes handicapées pour créer une plateforme d'information à destination de tous les publics. L'idée aussi, c'était que des auditeurs valides, justement, puissent intervenir, soit parce qu'ils étaient de la famille de personnes handicapées, soit parce que ça les intéressait d'une façon ou d'une autre. Ils avaient envie de s'informer ou de poser des questions. Donc l'idée, c'était de rassembler tout ça et de créer une plateforme entre les différentes catégories de public. Et donc cette émission fonctionne toujours. C'est Radio Galère qui nous a accueillis en septembre 2003 et qui continue donc de nous accueillir tous les mois, le 3e mercredi de chaque mois, pour 1h30 d'émission avec des thèmes différents selon les émissions. Et là, nous avons créé en juillet 2004 une association pour pouvoir soutenir un petit peu ce projet, parce que jusqu'à présent, il était soutenu par nos propres financements, nos fonds personnels, et il l'est toujours d'ailleurs dans la majorité, mais on a quand même maintenant quelques adhérents pour nous aider à soutenir un petit peu ce projet. Et puis l'idée, c'était qu'avec une association, on pouvait aussi tenter des concours pour obtenir quelques fonds. On l'a fait d'ailleurs, on l'a raté, mais bon, on recommencera. On attend que nos prédécesseurs terminent et puis on va enclencher. Très bien. Ça, c'est moderne. Oui, c'est le studio. C'est possible? C'est très possible. D'accord, je vais les classer. Voilà. Et Là, ça, tu as l'indicatif. là c'est l'indicatif. D'accord. Bon, et là, alors, Dorothée, pour les interviews, quel ordre? Où la musique? D'accord. Ok. Ok. Tout est bon. Oui, je sais que c'est la porte à droite. Il y aura de la musique avant l'interview. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais, donc c'est la deuxième piste, comme on t'a dit. Oui, ça j'ai Et, compris. mais d'abord, il va y avoir, on va présenter quelques infos d'actualité, puis après... Eh bien, bonjour chers amis. Nous voilà pour un nouveau rendez-vous de Handicap Tribune. Alors donc, on va prendre tout de suite le sujet de notre dossier, qui donc cette fois-ci est consacré à la représentation des personnes handicapées à l'écran, donc au cinéma. En fait, j'ai voulu faire ce dossier parce que, enfin, nous avons voulu faire ce dossier parce que j'avais assisté au mois de mars dernier à Lyon à une conférence qu'a donnée donc l'auteur d'un livre qui s'appelle Handicap et cinéma, justement. Ce monsieur s'appelle Gérard Bonnefond, pardon. Le livre est paru chez Chronique Sociale en 2004. Et donc, M. Bonnefond analyse, comme ça au fil des pages, 86 films depuis le début du cinéma jusqu'à aujourd'hui et montre l'évolution de la représentation des personnes handicapées dans ces films. Alors, l'interview qui va suivre est en 2 parties. Il y aura une pause musicale au milieu. Et donc Jean Ferrat, La porte à droite, une chanson qui était parue il y a quelques années déjà, je crois que c'est l'avant-dernier disque. Et ça se trouve sur l'album, si vous voulez la retrouver, La jungle et le zoo. Une nouvelle à nous annoncer concernant les accueils en gare, c'est ça? Oui, alors en fait, il y a eu en début du mois de juin une personne handicapée d'Orange qui a porté plainte contre la SNCF parce que ce qui s'est passé, c'est que on lui a refusé l'accueil en gare à Orange, la prise en charge donc pour descendre, puisqu'elle était en fauteuil, cette personne. Et donc, auparavant, elle avait une prise en charge de la part d'un agent en gare pour descendre du train ou pour y monter, et pour évidemment aller pour sortir de la gare. Alors que là, maintenant, eh bien, la SNCF a interdit aux agents d'un bon nombre de gares de prendre en charge les personnes handicapées parce que les équipements ne sont pas... il n'y a pas les équipements nécessaires pour le faire.
Alors la direction régionale de la SNCF d'ici, Marseille, dit qu'il n'y a que 250 gares en France qui sont dotées de personnel d'accueil spécifique pour les personnes handicapées. Et ailleurs, comment on fait? Il faut que le personnel refuse la prise en charge des personnes handicapées. Ou sinon, s'ils ne peuvent pas refuser, au dernier recours, ils n'ont qu'à confier les personnes handicapées aux pompiers. Alors, pourquoi pas, ma foi? Ça va faire beaucoup d'interventions pour les pompiers, on dirait. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Guillaume Santoro. Pour résumer un petit peu mes activités, d'abord j'ai des activités, je dirais, professionnelles et scolaires ou étudiantines. Donc je prépare une thèse de doctorat en droit à la faculté d'Aix-en-Provence et parallèlement je suis chargé d'enseignement en droit social donc à la faculté, et j'exerce aussi une activité d'assistant de justice à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la chambre sociale. Donc ça c'est pour mes activités, je dirais, professionnelles. Donc à côté de cela, je me suis engagé au CDH, où je suis au Conseil national donc en tant que représentant des affaires juridiques, et également nommé au bureau donc pour établir un petit peu la politique du collectif des démocrates handicapés. Donc pour revenir en fait en quelque sorte, je dirais, à l'insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail et même scolaire, moi je pense que ce qui est primordial c'est l'intégration scolaire. Et je dirais que moi j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que j'ai eu un accident, mon accident est intervenu alors que j'avais 23 ans et je venais d'avoir ma maîtrise en droit. Donc ça m'a permis de continuer mes études et d'être intégré en fait dans le milieu universitaire. Et donc c'est comme ça que j'ai pu continuer donc à faire un DEA et ma thèse par la suite, commencer ma thèse et de poursuivre vers l'enseignement. Donc je pense que lorsqu'une personne est atteinte d'un handicap, il faut qu'elle puisse s'intégrer en fait au système scolaire pour pouvoir être intégrée à la vie sociale. Après mon DEA, c'est une professeure donc, de ce 3e cycle qui m'a proposé de faire une thèse, qui m'a dit en fait que ce serait le moyen de me réadapter à la vie quotidienne. En fait. Ça me permettait d'aller tous les jours à la fac, de faire des recherches, de côtoyer du monde. Donc j'ai commencé par faire ma thèse donc pendant les premières années où j'ai fait que des recherches. Et l'année suivante, il y a un professeur avec lequel qui m'avait enseigné lors de mon DEA, qui m'a proposé que je sois son chargé de TD donc pour les enseignements de droit social à la fac. Donc en fait c'est une véritable insertion dans le monde professionnel et aussi une reconnaissance de la personne handicapée au sein du monde universitaire. Et je dois dire que j'ai été très soutenu par le corps enseignant, le doyen de la faculté, le président de l'université. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques soucis au niveau de l'accessibilité de l'université. En fait, tout est mis en œuvre pour me faciliter mon activité d'enseignement. Donc en ce qui concerne mon activité je dirais d'enseignement à la faculté, donc matériellement, il y a en fait un minibus qui m'est réservé donc chaque semaine pour mes horaires de cours. Et donc il vient me chercher chez moi, c'est ce qu'on pourrait appeler ça un petit taxibus, qui vient donc me prendre chez moi et qui m'emmène jusqu'à la faculté. Et alors là, à la faculté, il y a des emplois jeunes qui sont donc réservés pour les étudiants handicapés. Et donc ces personnes m'emmènent jusqu'à ma salle de cours, où là je fais mon cours donc, pendant 1h30. Ensuite ils me récupèrent, et donc à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, on a une salle qui nous est réservée, dans laquelle on peut travailler, où il y a des ordinateurs, il y a des logiciels, donc par exemple pour les personnes malvoyantes, donc pour tout ce qui est en braille. Et les emplois jeunes nous aident, moi particulièrement, et m'aident dans mes recherches, donc pour préparer mes cours par exemple, mais également mes recherches pour l'écriture de ma thèse, et aussi toutes les recherches que je peux avoir à effectuer pour mon travail d'assistant de justice à la cour d'appel. Pour la faculté, en fait, toujours ce qui concerne l'accessibilité, j'ai eu la chance d'avoir dans mon DEA où la salle était accessible,
donc je n'ai pas eu de soucis. Et là, par exemple, pour tout ce qui concerne l'enseignement que j'exerce, j'ai toujours eu des salles qui étaient accessibles, et quand elles ne l'étaient pas, ils ont changé de salle et m'ont donné des salles adaptées, je dirais. Il y a quelques petits soucis, c'est les salles où il y a des colloques, des fois qui sont situées par exemple au 2e étage de la faculté, et donc là où l'ascenseur n'est pas accessible, et c'est donc les apparitions de la faculté qui me transportent pour que je me rende sur le lieu du colloque ou le lieu du cours. Mais en fait, bon, j'arrive à aller sur les lieux dont je désire. J'aime voyager parce que ça permet de découvrir des cultures différentes, des gens différents, et au niveau historique, c'était vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça que j'essaye de visiter plusieurs capitales, notamment les pays de l'Est. Alors le plus contraignant, je dirais, pour les personnes handicapées, enfin surtout à mobilité réduite, d'une part, c'est l'accessibilité d'hôtels, donc notamment avec les marches. Il y a très peu d'hôtels qui sont accessibles, à part les grands hôtels. Donc en fait, on s'adapte comme on peut. Donc ça serait un petit peu le côté, donc en ce qui concerne l'hôtel. Donc comme je précisais tout à l'heure, moi j'ai la chance d'avoir je pars avec des amis donc qui peuvent m'aider, mais c'est vrai qu'une personne seule, je dirais, tétraplégique, ne peut pas voyager toute seule. Je connais pas d'hôtel qui soit vraiment adapté pour une personne tétraplégique. Ensuite, les difficultés, c'est les transports, bien sûr, car c'est pas du tout adapté. Là, j'ai vu à Rome, on s'est très peu adapté. Qu'est-ce qu'il y avait dernièrement? J'étais à Londres. Bon, il y a quelques bus qui sont adaptés, mais pas tous sur la même ligne. Donc, quand il y en a un qui passe et qui n'est pas adapté, il faut attendre une demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce qui concerne les transports? Bon, sinon, il faut prendre des taxis, donc c'est beaucoup plus onéreux. Et sinon, comme on est là pour visiter, on marche, donc à la limite, ça peut aller. Je dirais théâtre, à la limite, c'est peut-être ce qui est plus adapté. Enfin, j'ai souvenir d'à Londres d'avoir été voir une comédie musicale, c'était adapté. Je vais à l'opéra à Aix, là, notamment pour le festival d'art lyrique, tout est adapté, il y a des places qui sont réservées. Bon, quand c'est adapté, il faut quand même souligner que les places sont limitées. Les cinémas, sur Aix-en-Provence, il y en a un seul qui est totalement adapté, les autres, on ne peut pas accéder aux salles car il y a des marches. Bon, je dirais quand même que les personnes sont assez dévouées et nous aident à porter les fauteuils. Quand c'est des fauteuils, je dirais, manuels, ça va. Si quelqu'un qui a un fauteuil électrique, il ne peut pas accéder aux salles. Je suis Virginie Ingres, j'ai 48 ans. Je suis déficiente auditive de l'oreille gauche depuis l'enfance. Plus exactement, depuis la naissance. En étant petite, je tombais régulièrement, ce qui faisait la catastrophe de ma mère. Bon, et puis disons que pour faire court, pendant 25 ans, j'ai traversé différents diagnostics au niveau de l'oreille, depuis l'autospongiose jusqu'à la tumeur. Il est vrai que c'était pas toujours très simple à vivre, mais disons qu'en gros, j'ai toujours gardé bon moral. Alors comment je m'y suis prise pour garder bon moral? Eh bien, à peu près quand j'avais 25-26 ans, j'ai fait des constats. Et je me suis rendu compte qu'en public, lorsque je parlais en public, eh bien, c'était pas très très folichon, voire même jusqu'à me transformer en une véritable fontaine. Eh bien, j'ai pris les moyens qu'il fallait et j'ai commencé à faire des cours de théâtre. Bien évidemment, au début, c'était pas très très simple. Mais disons, parce qu'il y avait le phénomène de la patate chaude, il y avait le problème d'une articulation qui n'était pas correcte, je me déplaçais pas très très bien sur la scène. Mais disons que petit à petit, les choses se sont améliorées, et puis je me suis bien débrouillée avec vraiment des nettes améliorations. Et en travaillant d'arrache-pied, j'ai réussi à franchir l'obstacle.
l'obstacle de l'oral et de la prise de parole en public. Jusque-là, tout allait bien, c'était plutôt positif dans l'ensemble. Mais à 30 ans, il y a un événement qui est venu particulièrement chahuter ma vie. Un jour, je me rends à mon travail, je prends le métro. Jusque-là, tout va bien. Je sors du métro et je me suis retrouvée transformée en une petite poupée de chiffon complètement désarticulée, complètement affalée sur le bitume. Et c'était pas vraiment simple à gérer mes mouvements dans l'espace et je n'avais plus de sécurité. Donc 15 jours après ça, j'ai consulté les ORL qui ont en fait diagnostiqué la maladie de Ménière avec notamment la perte de l'audition de l'oreille droite. Ce qui fait qu'en somme, je n'avais plus ni la droite ni la gauche. C'était pas franchement simple. Néanmoins, je n'ai pas perdu le moral. J'ai déprimé, c'est vrai. Pendant quand même 2 ans et demi. Disons que j'ai tenu bon en me disant qu'il devait sûrement bien y avoir une solution quelque part. Et la solution, je l'ai trouvée lorsque j'ai rencontré une personne qui accompagnait des artistes, des comédiens, des chanteurs d'opéra, des danseurs, des enfants qui avaient des problèmes de dyslexie. En somme, cette personne aidait les enfants, les adultes, les professionnels en participant à améliorer leur audition et leur écoute. Je fais le distinguo car l'audition est un phénomène passif alors que l'écoute est un phénomène actif. Ce qui fait que petit à petit, j'ai retrouvé complètement mon oreille droite et puis au passage, ça m'a permis de régler certains problèmes, notamment la dyslexie dont j'ai parlé plus haut, mais aussi la production écrite qui s'est nettement améliorée. Et ça, c'était drôlement bien parce que ça m'a permis de reprendre des études et puis de faire une production écrite de mémoire, ce qui m'était complètement impossible avant. Parallèlement, j'ai continué le théâtre, mais d'une autre manière. Parce que meilleure écoute, meilleure articulation, meilleure évolution dans l'espace. J'ai compté en public. Ça suppose une approche différente du public. Il était plus près de moi. J'ai travaillé aussi plus en profondeur le mouvement, la danse. Bref, tout ça m'a amené à travailler plus en conscience. Conscience du mouvement, conscience de l'espace, conscience des autres, conscience du son. Ces améliorations ont participé à élargir mes compétences dans mon travail et c'est ainsi que je suis devenue consultante en conduite du changement et coach, à la fois dans les entreprises mais aussi auprès des particuliers. J'aimerais bien ajouter quelque chose à ce partage. En fait, depuis que j'ai eu la maladie de Ménière, d'ailleurs, dans laquelle je ne suis plus, puisque j'arrive à écouter ces signaux avant-coureurs. Bon, mais là n'est pas mon propos. Mon propos est de dire que depuis l'âge de mes 30 ans jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 48 ans, eh bien, j'ai développé une qualité. Celle de l'écoute profonde. Que j'ai développé et travaillé quotidiennement, plusieurs heures par jour, et je sais que c'est jusqu'à la fin de ma vie
que je vais la travailler. Pour travailler à cette écoute profonde, j'y incorpore aussi la méditation, la lecture à voix haute, en prenant des textes bien écrits, positifs, constructifs. Et tout ceci me participe en fait à me donner une dimension positive de la vie, à me communiquer de l'enthousiasme et une bonne énergie. Ah oui, c'est important pour moi de vous préciser un des aspects basiques lorsque j'accompagne mes clients. C'est soit en leur faisant naître, soit en réveillant, soit en améliorant leur créativité. Et comment tout ça c'est possible? Eh bien, je leur communique les clés pour solliciter leurs propres ressources. Et ça, c'est la clé de leur bien-être et de leur réussite. Voilà, c'est tout. Je m'appelle Alain Comolli, atteint de myopathie depuis 47 ans. Donc, moi, ma vie, c'est plutôt pour l'instant 8 à 10 heures par jour devant cette machine, là, devant mon ordinateur. Donc, voilà, je fais mon travail de secrétaire régional, donc qui fait partie du bureau, donc beaucoup de courriers à répondre, de demandes personnelles, des fois, à prendre en compte. Ça fait 20 ans que je voyage tous les hivers. Avant, quand j'étais marié, je partais plutôt 4 mois ou 6 mois. Et maintenant, comme j'ai un petit garçon, je pars quand même 2 mois, décembre et janvier. Les 2 mois où j'ai pas la garde. Et j'ai sa garde en échange au mois de juillet et août, quoi. Ce petit garçon, vous l'avez adopté? Ouais, j'ai adopté. Ouais, on l'a adopté au Vietnam. Donc ça s'est bien passé, quoi. Il avait quel âge? 3 jours. Il avait 3 jours. Comment s'appelle-t-il? Léo. Léo. Léo, il a 9 ans maintenant. Et puis, donc je le vois un week-end sur 2, tous les mercredis. Et, moitié des petites vacances. Et donc, tout le mois de juillet et août. En fait, je pars l'hiver aussi pour le climat. Bon, moi, je suis très sensible au froid. Et puis, de partir, de couper un petit peu l'hiver comme ça. Et donc, je vais toujours dans des pays chauds, bien sûr. Et c'est important. Puis aussi, le fait d'être confronté à d'autres cultures, quoi. Une ouverture sur le monde, sur les gens. Pour moi, c'est important, quoi, de voir que voilà, on n'est pas tout seul sur cette terre avec tous nos biens matériels et des gens qui font souvent la gueule. Et alors que dans les pays dits en voie de développement, sous-développés, ils ont beaucoup moins que nous et ils ont souvent le sourire et voilà, quoi. Donc c'est important de se ressourcer pour moi. Je ne prends pas le fauteuil électrique là, parce que c'est trop lourd, etc. Donc je prends un fauteuil manuel. Je trouve une personne qui m'accompagne. Le marché, c'est je lui paye le voyage et elle m'aide en échange, quoi. Hein. Donc, et puis j'organise, à part acheter le billet d'avion, prendre un petit peu d'argent et un bon guide de voyage. Voilà, c'est pas un voyage organisé. Donc après, on cherche un endroit pour dormir. En Asie, en Indonésie ou en Inde, vous savez, la vie n'est pas chère du tout, quoi. Par exemple, en Inde, on a fait le calcul une année, on avait dépensé 1500 francs par mois, donc par personne, donc pour 2 personnes, 3000 francs, donc hôtel, restaurant, et transport, tout compris, quoi. L'Indonésie, c'est un peu le même genre de tarif. Bon, en Indonésie, y a pas, là c'est une petite île, donc, mais sinon oui, le train, les bus, et puis en plus dans ce genre de pays dit en voie de développement ou sous-développé,
eh ben, il faut savoir que les gens ils sont d'un naturel plus... On arrive mieux à s'arranger, quoi. Ils m'aident facilement pour monter dans un bus. En France, par exemple, c'est pas possible, hein. Prendre un ticket de bus, on me dirait il faut monter, etc. avec une personne, ça marcherait pas, quoi. Mais que là, ben, ça se fait naturellement, ou d'autres voyageurs, et puis voilà, quelquefois des taxis, voilà, tout se passe bien. En fait, c'est facile de voyager, hein. Moi, des fois, on me dit, oh, t'es courageux de partir si loin, sans avoir une adresse, un point de chute. Je dis, ben, moi, je dis plutôt, il faut être courageux de rester tout l'hiver ici, quoi. Une époque de ma vie, je faisais aussi la musique assistée par ordinateur. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. Donc, je travaillais avec un ordinateur Atari, donc un vieux modèle maintenant, et un synthétiseur multitimbral, et donc avec un logiciel qui s'appelle Cubase, et avec la souris, un petit peu en enregistrant des morceaux avec les doigts aussi, j'arrivais à composer des morceaux avec plusieurs instruments, etc. Donc pendant quelques temps, ben, voilà, c'était plutôt 8-10 heures par jour devant mon ordinateur, mais pour faire la musique. Voilà, et ben, maintenant j'ai plus le temps. Avant, une autre période de ma vie aussi, c'est les échecs. Donc j'étais fanat d'échecs, pareil, 8-10 heures par jour aux échecs, avec l'ordinateur, avec des copains, dans un club, où j'apprenais un petit peu les échecs aux plus jeunes. Voilà, ben, pareil, j'ai plus le temps. Ben, en fait, ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas une vie de personnes handicapées. On est tous différents, et puis ben, chacun a sa vie propre, hein. Moi, je pense que j'ai une vie un petit peu atypique par rapport à la vie des gens, même valides, je dirais, hein. Ben, je voyage tous les hivers, comme je viens de vous dire. Ben, sinon, ben, j'étais marié, comme beaucoup de personnes. J'ai divorcé, comme beaucoup de personnes. J'ai eu d'autres amours, des maîtresses. Et je travaille pas, par contre, enfin, je travaille pas. J'ai pas un travail salarié comme d'autres personnes. Je vis difficilement avec mes allocations. Heureusement que j'ai réussi à faire quelques économies quand je vendais de l'artisanat suite à mes voyages quand j'étais marié, que mes parents m'aident un petit peu. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même un rôle social, je pense. Ben, à travers le CDH, donc je me sens utile, quoi. Et bon, avant, j'avais aussi un autre rôle social en vendant de l'artisanat, en ayant toujours des échanges, des contacts avec les gens, parce que c'est important, quoi, en tout cas pour moi. Donc voilà, ben sinon j'ai un peu une vie normale, à part ces épisodes hivernales, où je m'en vais toujours, ben, j'ai des amis, des copains, et mon fils, bien sûr, c'est important, et voilà, quoi.